Si beaucoup d'entre vous connaissent Taike pour son tube controversé The Race, ce que vous ignorez peut-être, c'est le passé familial profondément troublant qui a potentiellement façonné son parcours vers la violence et le crime. Il existe même des preuves que sa mère l'a impliqué dans des gangs, et son père était violent envers lui et sa sœur. L'histoire de Taike est triste et folle et vous fera voir le rappeur sous un nouveau jour. Laissez-moi vous mettre au parfum. L'héritage du gang. L'histoire de Taike n'est pas seulement celle d'un jeune rappeur qui s'est retrouvé impliqué dans des délits graves, c'est celle d'un enfant qui est né dans un monde où la criminalité n'était pas seulement présente, elle était pratiquement son héritage. Né le 16 juin 2000 à Long Beach en Californie, Tamor Travon McIntyre est entré dans un monde qui ne lui offrirait que très peu d'opportunités d'avoir une enfance normale. Dès le début, sa vie a été profondément mêlée à la culture des gangs et à l'activité criminelle, créant ce que beaucoup décrivent comme la tempête parfaite pour de futurs problèmes de comportement. Ce qui rend l'histoire de Taike particulièrement troublante, ce ne sont pas seulement ses propres actes criminels, mais l'environnement qui les a potentiellement favorisés. Dans une interview accordée à Seichis TV, Taike a révélé que ses deux parents étaient des membres actifs du gang des Crips, l'une des organisations criminelles les plus célèbres d'Amérique. Il ne s'agissait pas d'une simple association périphérique, mais d'un élément central de leur identité et de leur vie quotidienne. Sa mère n'était pas seulement affiliée à n'importe quelle branche des Crips, elle était plus particulièrement impliquée dans les Baby Insane Crips de Californie du Sud, une faction connue pour ses activités violentes. Imaginez que vous grandissiez avec une mère dont la vie quotidienne est liée à la politique des gangs, à la violence et aux entreprises criminelles. La normalisation d'un tel comportement dès ses premiers souvenirs aurait profondément façonné la compréhension du monde du jeune Tamor. Mais l'influence des gangs ne s'est pas arrêtée à sa mère. Son père, Kevin Beverly, était également très lié aux Crips et avait lui-même un lourd passé criminel. En fait, pendant les années critiques de l'enfance de Taike, son père a été emprisonné, supprimant de sa vie ce qui aurait pu être une figure masculine potentiellement stabilisatrice, bien qu'étant donné les propres tendances criminelles de Kevin Beverly, on peut se demander si sa présence aurait pu constituer un guide positif. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Dès qu'il a pu former des souvenirs, Taike a été élevé dans un environnement où le comportement criminel n'était pas seulement accepté, mais potentiellement célébré. L'appartenance à un gang n'était pas considérée comme un choix de vie négatif, mais comme une forme de communauté et d'identité. La réalité dérangeante est que pour le jeune Tamor, la normale était normale. Lors d'interviews, Taike a donné un aperçu de cette éducation difficile. Interrogé sur sa relation avec ses parents, il lui a attribué une note de 6 sur 10, ce qui laisse supposer des problèmes importants dans ce qui devrait être la relation la plus fondamentale d'un enfant. Plus révélateur encore, il a déclaré qu'il avait l'impression que ses parents ne lui apportaient qu'un soutien minimal, l'obligeant essentiellement à se débrouiller tout seul depuis son plus jeune âge. Ce manque de conseils parentaux n'était pas seulement une absence émotionnelle, il était aussi souvent physique. En raison du mode de vie de ses parents, et notamment de l'incarcération de son père, Taike et sa jeune sœur, Kayla Renee, ont passé une grande partie de leur enfance dans des familles d'accueil. Lorsque Taike avait environ 8 ans, la famille a déménagé à Las Vegas, dans le Nevada. Puis, après la sortie de prison de son père, lorsque Taike avait environ 10 ans, ils ont déménagé à Arlington, au Texas. Ces déménagements auraient pour but d'offrir un meilleur environnement aux enfants, ce qui indique peut-être une certaine prise de conscience de la part des parents que leur mode de vie en Californie n'était pas propice à l'éducation d'enfants en bonne santé. Malheureusement, la relocalisation géographique ne pouvait à elle seule résoudre les problèmes sous-jacents de la dynamique familiale. Les dommages causés par des années d'éducation instable et d'exposition à des éléments criminels avaient déjà pris racine. Lorsqu'ils ont atteint Arlington, au Texas, Taike montrait déjà des signes de vouloir suivre les traces de ses parents. Arlington présentait elle-même ses propres défis. Selon les rapports, le quartier où ils se sont installés était en proie même à la pauvreté. Un enfant sur 4 vivant sous le seuil de pauvreté en 2015. Ces difficultés économiques, combinées au passé déjà difficile de Taike, ont créé un terrain fertile pour d'autres problèmes. Il n'a pas fallu longtemps pour que le schéma se poursuive. Taike a abandonné l'école secondaire Martin High School au cours de sa première année d'études, ce qui a encore réduit ses chances d'emprunter une voie conventionnelle vers la réussite. Privé de la structure de l'école et de l'encadrement parental, il s'est tourné vers l'environnement qu'il connaissait le mieux, la vie des gangs. Les rapports indiquent qu'après avoir quitté le lycée, Taike a rejoint les Hoover Crips à Arlington, suivant essentiellement le seul modèle de vie auquel il avait été constamment exposé.
Plutôt que de rompre le cycle, il s'y est enraciné davantage, adoptant ce que certains ont décrit comme une mentalité d'enrichissement rapide, commune à la culture des gangs. Cette trajectoire troublante soulève de profondes questions sur la nature et l'éducation, sur la responsabilité et l'influence. Si Taike a fini par faire ses propres choix, des choix qui l'ont conduit à des accusations criminelles graves, on ne peut s'empêcher de se demander dans quelle mesure son parcours aurait pu être différent s'il avait été influencé par d'autres facteurs au début de sa vie. Sa sœur, Kayla Renee, offre une autre fenêtre sur la dynamique familiale. Comme son frère, elle a passé beaucoup de temps dans des foyers d'accueil en raison de l'absence de leurs parents. Contrairement à Taike, cependant, elle a canalisé son énergie dans l'activisme en son nom, devenant un participant vocal dans et utilisant les médias sociaux pour plaider en faveur de son frère. Selon certains rapports, la relation de Kayla avec son père a d'abord été difficile, bien qu'elle se soit apparemment améliorée avec le temps. Cela suggère que les relations parentales au sein de la famille étaient de complexes et potentiellement incohérentes, ce qui est loin de la base stable dont les enfants ont généralement besoin. Pendant les démêlés judiciaires de Taike, il y a eu quelques tentatives de réconciliation et de soutien familial. Des rapports indiquent que Kevin Beverly a essayé de protéger son fils pendant les procédures judiciaires, promettant de le surveiller s'il était libéré. Bien que cela témoigne d'un certain niveau de sollicitude parentale, les critiques pourraient faire valoir que cela est arrivé trop tard, après des années d'absence et d'influences négatives qui ont déjà façonné le caractère et les choix de Taike. Il est important de noter que dans un Reddit, Taike lui-même a fait référence à son passage dans des foyers d'accueil, le décrivant comme émouvant, d'une famille d'accueil à l'autre, sans savoir à quel étranger se fier, et confronté à de véritables monstres sous son lit. Si l'on prend du recul et que l'on examine la situation dans son ensemble, on constate un schéma inquiétant d'implication intergénérationnelle dans des activités criminelles. Les choix de ses parents ont créé un environnement où l'appartenance à un gang et le comportement criminel étaient normalisés pour Taike dès son plus jeune âge. Sans modèle positif cohérent ni soutien familial stable, il semble avoir suivi la voie qui lui avait été tracée. Dans une lettre de prison datant de 2023, Taike revient sur ce manque de repères en déclarant « J'étais jeune et je n'avais pas de figure positive autour de moi ». Bien que cela n'excuse pas ses actes, cela permet de comprendre comment un jeune peut en arriver à faire des choix aussi destructeurs. Les détails troublants concernant les antécédents familiaux de Taike dressent le portrait d'un enfant qui n'a jamais eu la chance d'avoir une vie normale et respectueuse de la loi. Né dans un monde de violence des gangs et d'activités criminelles, avec des parents absents ou présents mais ayant une influence négative, le cheminement de Taike vers son propre comportement criminel semble rétrospectivement presque prévisible. Les parents absents. L'un des aspects les plus troublants de l'éducation de Taike n'est pas seulement l'environnement criminel auquel il a été exposé, mais aussi l'absence physique et émotionnelle de ses parents pendant les années critiques de son développement. Cette absence a créé un vide en termes de conseils et de soutien qui a eu de profondes répercussions sur son avenir. Comme nous l'avons vu précédemment, le père de Taike, Kevin Beverly, a passé beaucoup de temps en prison pendant les années de formation de son fils. L'impact de l'incarcération du père sur les enfants a été largement étudié par les psychologues et les sociologues, les recherches montrant systématiquement des résultats négatifs en termes de comportement, de développement émotionnel et d'implication criminelle future. Pour le jeune Temor, l'emprisonnement de son père signifiait l'absence d'un modèle masculin à la maison, un facteur crucial dans le développement d'un garçon. Mais même lorsque son père était physiquement présent, la relation semble avoir été tendue et incohérente. Lors d'interviews, Taike a décrit sa relation avec son père comme étant distante, suggérant que même lorsque Kevin Beverly n'était pas derrière les barreaux, il n'était peut-être pas émotionnellement disponible pour son fils de la manière dont un enfant en développement en a besoin. La situation de sa mère présente une autre dimension troublante. Bien que les détails spécifiques la concernant soient moins répandus dans les sources publiques, ce que nous savons est préoccupant. En tant que membre des Baby Insane Crips, ses priorités et ses activités quotidiennes ont dû être fortement influencées par son appartenance à un gang. Cela soulève des questions quant à sa capacité à fournir l'environnement stable et stimulant dont les enfants ont besoin, et elle a même perdu ses enfants dans le système. Dans une interview accordée à Say Cheese TV, Taike a déclaré avoir été fortement influencée par sa mère, ce qui suggère qu'elle était peut-être plus présente que son père, du moins sur le plan émotionnel. Cependant, compte tenu des liens qu'elle entretenait avec les gangs, cette influence ne l'a peut-être pas orientée vers un comportement prosocial ou une réussite conventionnelle. Au contraire, elle peut avoir normalisé davantage l'activité criminelle et la culture des gangs dans son jeune esprit. Le résultat de ces absences parentales et de ces influences négatives a été une enfance marquée par l'instabilité et le manque de repères. Cette instabilité est d'autant plus évidente que Taike a lui-même déclaré avoir dû se débrouiller seul dès son plus jeune âge.
Les enfants qui sont forcés de devenir autonomes trop tôt développent souvent une mentalité de survie qui, bien qu'utile pour faire face aux défis immédiats, peut être préjudiciable à la réussite à long terme et à l'intégration dans la société conventionnelle. Les fréquents déménagements de la famille, de Long Beach à Las Vegas lorsque Taike avait 8 ans, puis à Arlington lorsqu'il en avait 10, ont ajouté une autre couche d'instabilité. Alors que ces déménagements étaient apparemment destinés à fournir un meilleur environnement, ils ont également perturbé les liens avec la communauté, les relations avec l'école ou les systèmes de soutien locaux qui auraient pu se développer. Même le post Reddit de Taike sur Reddit fait allusion à d'éventuels abus ou négligences au sein du système de placement familial, ajoutant ainsi une nouvelle couche traumatique à son enfance déjà troublée. Les conséquences de cette absence et de cette instabilité parentale ont commencé à se manifester dans le comportement de Taike relativement tôt. L'abandon de l'école secondaire au cours de sa première année a marqué un tournant décisif en supprimant l'un des rares environnements structurés de sa vie. En l'absence d'école et de conseils parentaux solides, il s'est tourné vers ce qui lui était familier, à savoir la vie en bande et l'activité criminelle. À Arlington, au Texas, les possibilités de réussite légitime étaient déjà limitées. Si l'on ajoute à cela le manque d'éducation de Taike, son manque de compétences management professionnelles et l'absence de modèles positifs, son implication dans les Hoover Crips semble presque inévitable. Une continuation du seul style de vie auquel il a été constamment exposé. Ce qui rend cette situation particulièrement troublante, c'est que ses parents semblaient conscients que leur mode de vie était problématique. Les déménagements de la famille de la Californie au Nevada et au Texas suggèrent une certaine reconnaissance du fait que leur environnement à Long Beach n'était pas propice à l'éducation des enfants. Pourtant, il ne semble pas y avoir eu de changement correspondant dans le comportement des parents ou dans la dynamique familiale, ce qui s'est traduit par une relocalisation géographique, mais pas par une transformation du mode de vie. Sa sœur Kayla Renee constitue un contrepoint intéressant à l'histoire de Taike. Elle a grandi dans le même environnement troublé que Taike. Elle semble avoir pris un chemin différent. Ayant grandi dans le même environnement perturbé, elle semble avoir pris un chemin différent. Bien qu'elle n'ait pas connu le succès conventionnel que l'on pourrait attendre d'une personne issue d'une famille stable et solidaire, elle a canalisé son énergie dans l'activisme au nom de son frère. Kayla a participé activement à la campagne Free Take, utilisant les médias sociaux pour défendre son frère malgré la gravité de ses crimes. Elle a notamment envoyé des pétitions à de hauts responsables, dont une aurait été adressée à l'ancien président Donald Trump. Dans ses déclarations publiques, Kayla a insisté sur le fait qu'elle croyait en l'innocence de son frère dans les accusations de meurtre, affirmant qu'il n'était pas le tireur et qu'il n'avait pas d'armes lors des incidents. Elle a également fait part de ses inquiétudes quant à d'éventuels préjugés raciaux dans le système judiciaire, comparant la peine de son frère à celle d'autres personnes et déclarant « Taymor est innocent, le Texas est raciste ». Que l'on soit d'accord ou non avec l'évaluation que fait Kayla du cas de son frère, son plaidoyer met en lumière la dynamique familiale complexe qui est en jeu. Malgré les dysfonctionnements apparents de leur éducation, il existe un lien fort entre les deux frères, un lien qui a conduit Kayla à soutenir fermement son frère, malgré la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné. Il est important de noter que le soutien de Kayla à son frère ne signifie pas nécessairement qu'elle approuve son comportement criminel. Au contraire, cela peut refléter une profonde compréhension des facteurs environnementaux qui ont contribué à ses actes, des facteurs qu'elle a elle-même vécus, mais qu'elle a en quelque sorte surmontés différemment. Sa sœur Kayla Renee constitue un contrepoint intéressant à l'histoire de Taike. Elle a grandi dans le même environnement troublé que Taike. Elle semble avoir pris un chemin différent. Ayant grandi dans le même environnement perturbé, elle semble avoir pris un chemin différent. Bien qu'elle n'ait pas connu le succès conventionnel que l'on pourrait attendre d'une personne issue d'une famille stable et solidaire, elle a canalisé son énergie dans l'activisme au nom de son frère. Kayla a participé activement à la campagne Free Take, utilisant les médias sociaux pour défendre son frère malgré la gravité de ses crimes. Elle a notamment envoyé des pétitions à de hauts responsables, dont une aurait été adressée à l'ancien président Donald Trump. Dans ses déclarations publiques, Kayla a insisté sur le fait qu'elle croyait en l'innocence de son frère dans les accusations de meurtre, affirmant qu'il n'était pas le tireur et qu'il n'avait pas d'armes lors des incidents. Elle a également fait part de ses inquiétudes quant à d'éventuels préjugés raciaux dans le système judiciaire, comparant la peine de son frère à celle d'autres personnes et déclarant « Taymor est innocent, le Texas est raciste ». Que l'on soit d'accord ou non avec l'évaluation que fait Kayla du cas de son frère, son plaidoyer met en lumière la dynamique familiale complexe qui est en jeu. Malgré les dysfonctionnements apparents de leur éducation, il existe un lien fort entre les deux frères, un lien qui a conduit Kayla à soutenir fermement son frère malgré la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné.
Il est important de noter que le soutien de Kayla à son frère ne signifie pas nécessairement qu'elle approuve son comportement criminel. Au contraire, cela peut refléter une profonde compréhension des facteurs environnementaux qui ont contribué à ses actes, des facteurs qu'elle a elle-même vécus, mais qu'elle a en quelque sorte surmontés différemment. Il convient de noter que la relation de Kayla avec son père aurait été difficile au début, mais qu'elle se serait améliorée avec le temps. Cela suggère que les relations parentales au sein de la famille étaient complexes et potentiellement incohérentes. Une preuve supplémentaire de l'environnement familial instable dans lequel les deux frères et sœurs ont navigué. La question qui se pose naturellement est de savoir pourquoi Taike et Kayla, qui ont grandi dans le même environnement difficile, semblent avoir pris des chemins différents. Alors que Kayla a défendu son frère par la voie juridique et les médias sociaux, Taike a été directement impliqué dans les activités criminelles qui ont conduit à son incarcération actuelle. La réponse peut se trouver dans les différences individuelles, les attentes des hommes et des femmes, les expériences spécifiques ou simplement la nature chaotique de leur éducation, qui a pu avoir un impact différent sur chaque frère et sœur. En l'absence de profil psychologique détaillé, il est impossible de savoir exactement pourquoi leurs chemins ont divergé, mais leurs résultats différents mettent en évidence l'interaction complexe entre l'environnement et les choix individuels. Ce qui est clair, c'est que les deux frères et sœurs ont grandi dans un environnement où les conseils parentaux étaient, au mieux, incohérents et, au pire, néfastes. Dans le cas de Taike, cette absence d'influence parentale positive semble avoir créé un vide qui a été comblé par la culture des gangs et les comportements criminels, les influences même que ses parents incarnaient, mais dont ils n'ont pas su le protéger. Dans un post de 2019 sur X, maintenu par un membre de la famille alors qu'il était incarcéré, Taike s'est excusé auprès de ses fans en disant « Je veux m'excuser auprès de tous mes fans et sympathisants pour avoir laissé mon management et mon label me convaincre que ce ne serait pas une bonne décision de m'exprimer contre la façon dont les médias me font paraître et les mensonges complets qu'ils répandent. Mais je vais m'assurer que la vérité sur ma vie et mon caractère soit diffusée, avec ou sans management ou label. » Cette déclaration suggère un désir de se réapproprier son récit et peut-être de reconnaître une partie de la complexité de son passé qui a pu contribuer à ses actions. Cependant, il est important de noter que comprendre les facteurs qui ont contribué au comportement criminel de Taike ne revient pas à l'excuser. Les crimes pour lesquels il a été condamné ont causé de réels préjudices à de vraies victimes, et ces actes ont des conséquences, quelle que soit l'éducation qu'il a reçue. L'examen de ses antécédents familiaux fournit un contexte, une compréhension plus profonde de la manière dont une jeune personne peut se retrouver sur une voie aussi destructrice. Le cycle de la criminalité. Le chemin qui mène de l'éducation difficile de Taike à son inculpation au pénal suit un schéma que l'on retrouve fréquemment dans les cas de comportement criminel intergénérationnel. En l'absence de conseils parentaux stables et de modèles positifs, il semble avoir intériorisé les valeurs et les comportements qui lui ont été inculqués, principalement ceux associés à la culture des gangs et à l'activité criminelle. Ce qui distingue l'histoire de Taike de nombreux cas similaires de jeunes en difficulté, c'est qu'il a trouvé le moyen de canaliser ses expériences dans la musique, plus précisément dans une carrière de rappeur qui allait finir par attirer l'attention. En juillet 2017, alors qu'il fuyait les autorités, il a sorti The Race, une chanson qui allait devenir son tube emblématique. Le contenu de The Race est particulièrement révélateur des antécédents de Taike. Les paroles décrivent des activités criminelles et un mode de vie qui reflète la réalité qu'il a vécue. Les paroles décrivent des activités criminelles et un style de vie qui reflète la réalité qu'il vivait, brouillant ainsi la frontière entre l'expression artistique et l'autobiographie. Cette fusion de l'art et de la réalité a fini par compliquer sa situation juridique, car les procureurs ont plus tard utilisé ces paroles comme preuve contre lui. Il convient de se demander si les aspirations musicales de Taike représentaient une tentative d'échapper à sa situation ou simplement une autre manifestation des valeurs qu'il avait intériorisées. Dans une culture où le gangster rap glorifie souvent le comportement criminel et le présente comme une voie vers la richesse et le respect, sa musique peut être considérée à la fois comme un reflet de son environnement et comme un renforcement de ses valeurs problématiques. Les crimes dont Taike sera finalement accusé sont graves et violents. En juillet 2019, il a été condamné à 55 ans de prison pour meurtre, ainsi qu'à des peines supplémentaires pour vol aggravé. Ces actes ont causé un préjudice réel à de vraies victimes et ont des conséquences réelles, indépendamment de son éducation troublée. Cependant, la compréhension des facteurs qui ont contribué à son comportement fournit un contexte important. Dans un système où l'orientation parentale était au mieux incohérente et au pire néfaste, où le comportement criminel était normalisé dès son plus jeune âge et où les opportunités légitimes étaient limitées, le chemin de Taike vers l'activité criminelle semble presque prédéterminé. Il ne s'agit pas de suggérer qu'il n'est pas responsable de ses actes.
Il est clair qu'il a fait des choix qui lui ont causé de graves préjudices. Mais ces choix ont été faits dans un contexte qui a fortement limité son exposition à d'autres modèles de comportement et de réussite. Ce qui rend l'histoire de Taïké particulièrement convaincante, c'est qu'elle représente un modèle plus large, observé dans de nombreux cas de comportement criminel intergénérationnel. Lorsque les enfants grandissent dans un environnement où l'activité criminelle est normalisée, où les conseils parentaux sont incohérents ou néfastes, et où les opportunités légitimes sont limitées, la probabilité qu'ils soient eux-mêmes impliqués dans un comportement criminel augmente de manière significative. Pour briser ce cycle, il faut intervenir à plusieurs niveaux. Un environnement familial stable, une éducation de qualité, des opportunités économiques et des modèles positifs. Dans le cas de Taïké, il semble que la plupart de ces facteurs étaient absents, créant une tempête parfaite pour des résultats négatifs. Cela met en évidence un point essentiel. L'intervention dans les situations familiales difficiles et complexes et ne se limite pas à retirer les enfants d'un environnement négatif. En l'absence d'un soutien global et d'une orientation positive cohérente, les enfants issus de milieux perturbés peuvent continuer à éprouver des difficultés, même lorsqu'ils sont placés dans des structures d'accueil alternatives. Il est intéressant de se demander à quel point le parcours de Taïké aurait pu être différent si l'on était intervenu plus tôt et de manière plus efficace. Si des adultes stables et positifs avaient été présents dans sa vie dès son plus jeune âge, si ses parents avaient été aidés à résoudre leurs propres problèmes de comportement criminel, si des opportunités éducatives et économiques avaient été plus facilement accessibles, peut-être que son histoire aurait connu une fin différente. Au lieu de cela, nous assistons à une progression tragique d'une enfance troublée vers un comportement criminel grave, une progression qui, sans être inévitable, a été rendue plus probable par chaque facteur négatif de son environnement. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire de Taïké, il est important de prendre en compte ses implications plus larges. Son cas n'est pas unique. D'innombrables jeunes grandissent dans des environnements où le comportement criminel est normalisé, où les conseils parentaux sont incohérents et où les opportunités légitimes semblent hors de portée. Comprendre ces facteurs n'excuse pas le comportement criminel, mais souligne l'importance d'une intervention et d'un soutien précoce. Pour Taïké lui-même, il existe peut-être encore des possibilités de réhabilitation et de développement. À seulement 24 ans en 2025, il a encore une grande partie de sa vie devant lui, même si c'est derrière les barreaux. Ses réflexions sur le manque de modèles positifs suggèrent un certain niveau de compréhension des facteurs qui ont contribué à son comportement. Une compréhension qui pourrait potentiellement constituer la base d'un changement personnel. Pour sa famille, en particulier pour sa sœur Kayla qui continue à le défendre, il existe peut-être des possibilités de briser le cycle du dysfonctionnement pour les générations futures. En reconnaissant les schémas négatifs qui ont contribué à leur éducation perturbée, ils pourraient être en mesure de créer des environnements plus positifs pour leurs propres enfants. Et pour la société dans son ensemble, des histoires comme celle de Taïké devraient susciter une réflexion critique sur la manière dont nous soutenons les enfants et les familles vulnérables. Pour intervenir efficacement, il faut comprendre l'interaction complexe des facteurs qui contribuent au comportement criminel, de la dynamique familiale aux conditions économiques, en passant par les influences culturelles. Les détails troublants révélés par la famille de Taïké brossent le tableau d'une enfance marquée par l'influence des gangs, l'absence des parents et l'instabilité. Bien que ces facteurs n'excusent pas ces actes criminels, ils fournissent un contexte important pour comprendre comment une jeune personne peut se retrouver sur une voie aussi destructrice. Son histoire nous rappelle brutalement l'importance d'une influence stable et positive dans la vie des enfants et les conséquences potentielles de l'absence de cette influence. Elle met également en lumière la complexité des dysfonctionnements familiaux qui peuvent se perpétuer d'une génération à l'autre, créant des cycles difficiles, mais pas impossibles, à briser. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des vidéos similaires.